Donc là, vous avez Monsieur Victor Matondo qui vient de rejoindre ici le plateau de la chaîne Lumière du Congo. Nous allons passer un instant avec lui pour échanger sur l'actualité du Congo-Brazzaville, notamment sur la question de l'élection présidentielle qui est prévue en mars 2026. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo. Chers téléspectateurs, en mars 2026, le Congo-Brazzaville devrait organiser une nouvelle élection présidentielle. À quelques mois de l'échéance, le débat est vif et divise profondément la société congolaise. D'un côté, certains considèrent que cette élection doit se tenir coûte que coûte, estimant qu'elle représente un moment démocratique essentiel, même imparfait. De l'autre côté, des voix s'élèvent pour demander son report ou son annulation pure et simple, affirmant que les conditions minimales pour un scrutin libre, transparent et crédible ne sont pas réunies. Afin d'éclairer nos lecteurs, afin d'éclairer nos téléspectateurs, donc vous autres qui nous regardez, qui nous suivez, et d'apporter un regard pluraliste sur la question, nous donnons la parole aujourd'hui à une personnalité ressource, je ne dirais pas un opposant politique, peut-être un résistant politique, peut-être un expert en politique. Il nous précisera dans quel camp il se situe. Nous allons le solliciter pour comprendre son analyse et ses propositions face à cette échéance cruciale. La personne ressource que nous recevons ce midi se trouve être M. Victor Matondo. Alors, pour vous le présenter, je vais donc lui demander lui-même d'assurer sa présentation. Monsieur Victor Matondo, pouvez-vous vous présenter auprès des téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo? Merci, cher Kadé. Je vais me présenter, je suis Victor Matondo, un rescapé du maquis de Goma-Tete, qui est parti du Congo en 1978. Et comme le disait tantôt mon cher Kadé, le résistant, et un leader politique, non, je ne le suis pas. Je suis tout simplement un compatriote, un patriote qui voudrait que les choses changent au Congo. Merci beaucoup de m'accorder ce temps pour pouvoir m'exprimer. Nous allons donc savoir un peu plus ce qu'il pense, quel est son regard sur la situation actuelle. Je disais tantôt que la cité congolaise est divisée entre ceux qui souhaitent aller à l'élection présidentielle et d'autres qui ne souhaitent pas aller à l'élection présidentielle. Et tout cela donc crée un climat de surchauffe dans la cité. Il se trouve que à l'intérieur du pays, effectivement, les concitoyens, les populations sont divisées sur la question, mais aussi au niveau de la diaspora. Alors, au niveau de la diaspora, nous assistons à des guéguerres entre Congolais de la diaspora, je vais dire la diaspora politique. Il y a une espèce de guéguerre qui a été lancée depuis l'annonce de cette élection présidentielle. Curieusement, comme d'habitude, ce PCT, c'est l'initiation de ceux qui sonne, qui est le carillonneur. Il a sonné l'heure de l'élection présidentielle et enfin, les Congolais se réveillent. Et c'est comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait une élection présidentielle qui se profilait à l'horizon. Alors, vous qui, de loin, depuis Paris, vous qui observez ce qui se passe au Congo, vous qui observez le comportement de vos compatriotes de la diaspora congolaise, comment percevez-vous le climat politique actuel à l'approche de cette élection présidentielle de mars 2026? Je commencerai par dire ceci. On a déjà vu un dictateur qui organise l'élection et qui les perd? Je ne pense pas. Mon point de vue, c'est lequel? On ne doit pas aller à ces élections qui sont déjà gagnées d'avance par Sassou. Ce qui nous reste à faire, si nous sommes forts, c'est la mobilisation. La mobilisation, nous avons vu quelques images de la Côte d'Ivoire, comment les gens ont été mobilisés. C'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut parce que, je dirais tout simplement, comme ils ont l'habitude de proclamer les résultats nuitamment, j'ai fait le schéma. Admettons que ce soir-là,
qu'il vienne dire que Sassou a gagné les élections, quelle serait l'attitude de ceux qui l'ont accompagné? C'est ce que je voulais savoir. Et je trouve que c'est quand même dangereux de pouvoir accepter d'aller aux élections, même si de l'opposition sort un candidat unique, soyez-en sûrs, celui-là ne gagnera pas. Et alors, qu'on revienne ce qu'on a vécu en 97, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le sang a trop coulé au Congo. Et là, maintenant, c'est l'union que nous devons faire, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous devons nous débarrasser de ces gens-là, de ces gens qui n'ont rien à voir avec le Congo. Vous vous rendez compte, plus de 42 ans au pouvoir, qu'est-ce que nous constatons? Il y a les deniers publics qui sont dilapidés, les hôpitaux quasiment fermés. Quant à l'éducation, mais l'avenir d'un pays c'est quoi? C'est pas l'éducation. Et vous constaterez qu'au niveau du Congo, l'enseignement public quasiment inexistant. Vous trouvez par-ci par-là les écoles privées, mais elles sont tenues par qui ces écoles privées? Mais c'est par ces gens qui sont au pouvoir. Et c'est là où vous remarquerez que l'éducation au Congo a carrément baissé. Dans un de ses discours, lui-même, ça soit reconnu, en disant comme quoi, en les années 69, un peu plus, nous atteignions les 100% de l'éducation nationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, c'est pas nous, parce que nous autres Congolais, mais c'est l'Obumitri qui a décidé un jour de tout détruire. Ils ont tout détruit. Vous parlez de l'Obumitri. L'Obumitri, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Pour que les téléspectateurs comprennent. L'Obumitri, c'est l'organisation bureaucratico-tribaliste. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est une organisation bureaucratique tribaliste. Très bien. Qui était la raison pour laquelle il y a eu l'événement du 22 février. Parce qu'il fallait combattre ces gens-là qui sont venus des révisionnistes et qui ont trompé les autres. D'accord. Et c'est pour cela que nous parlons du M22 qui est né et de ce mécontentement. Et je vous fais remarquer que c'est le seul coup d'État au Congo où il y avait toutes les ethnies, tout le monde était dedans, mais curieusement, il a échoué et la question toujours reste posée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. D'accord. Quelle est la question qui reste posée? Reste posée, pourquoi c'est le 22 février n'a pas réussi? Et vous remarquerez que près de 90% des membres du comité central du PCT étaient en tôle. Ce qui fait que, c'est là où je dis, moi, le PCT est mort le 22 février 1972. Ce que nous voyons au niveau de ce fameux parti du PCT, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui ont fait qu'il existe. Personne ne s'y reconnaît. Et bien, il y a eu ici et là les gens qui ont tourné leur veste, mais bon. Est-ce que vous êtes en train de me dire, que aujourd'hui, en fait, parce que le 22, le mouvement du 22 que vous citez ici, de façon dissimulée, à votre avis, vous êtes resté sur votre soif, c'est-à-dire que le coup avait échoué, mais vous n'en êtes pas resté là. Non. Et vous vous posez aujourd'hui des questions. Certainement d'autres questions. Vous avez la question que vous posez, vous avez posé une question, pourquoi le coup n'a pas réussi? Voilà, et vous n'avez pas de réponse à cette question. Non. Bon, mais cette question finalement suscite chez moi une autre question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, au vu de la chienlit organisée par le PCT, parce que je pense que c'est une chienlit qui est organisée, cette pagaille, cette provocation en quelque sorte, est-ce que vous pensez qu'elle réunit les ingrédients pour un autre mouvement du 22? Voilà. Est-ce que les conditions sont réunies pour un autre maquis? Non, les conditions, je dirais, d'emblée ne sont pas réunies.
parce que nous avons beaucoup de travail à faire. Et vous remarquerez au niveau de la diaspora, prenons le cas de la diaspora, vous voyez comment il est éparpillé et tout. Et c'est ce qui est déplorable, cette génération sur laquelle nous comptons, mais il faudra du temps qu'elle se mette en route, hein, qu'elle se mette au travail. Et sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et ça, je vous l'assure, faisons très, très attention pour les élections prochaines de 2026. Personne ne doit y aller. Laissons Sassou et sa bande qu'ils aillent. C'est certainement, ça je le sais. Et au dernier moment, ils vont toujours trouver quelqu'un à qui on va certainement corrompre, à qui on va donner des sous pour que ce soit le candidat et tout en sachant qu'il ne va pas gagner. Alors vous avez parlé tout à l'heure de, pour vous, ce que je comprends, c'est que l'élection présidentielle de mars 2026 ne devrait pas avoir lieu. Si on allait dans ce sens-là, vous devez donc avoir des bonnes raisons. Vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé des hôpitaux qui sont quasiment devenus des mouroirs, vous avez parlé de l'école, l'éducation qui ne fonctionne pas. Est-ce que ce seraient là les seules raisons pour lesquelles vous repoussez l'idée de l'organisation de la tenue de l'élection présidentielle? Est-ce que, selon vous, il y aurait, comment dirais-je, d'autres raisons qui rendent impossible la tenue de cette élection présidentielle? Oui, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, M. Kouliné Makosso a été interviewé par Bob Bouvier de RFI. Et que va dire ce prétendu Premier ministre? Que les Congolais réclamaient Denis Sassou Nguesso. Mais quel grossier mensonge! Je me dis, ce monsieur-là, a-t-il fumé la moquette ou il avait bu un coup de trop? Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui sont dans le déni. Et c'est pour vous dire que ces gens-là, si vous allez aux élections et qu'il y ait une défaite de la part de ceux qui auraient organisé cette élection, il ne faut pas rêver. Ces gens-là, ils sont là, c'est pour se maintenir au pouvoir. Et sur les réseaux sociaux, je vois souvent les gens qui viennent poser la question, vous ne voulez pas aller à cette élection, mais qu'est-ce que vous proposez? Mais c'est ce que nous proposons, qu'il y ait un mouvement insurrectionnel. Les gens ont parlé d'un mouvement insurrectionnel en 68. Non. En 68, ça y est, c'était un coup d'État. Massamba Deba n'avait pas fini son mandat. Il a été destitué. Et pour 2026, nous avons du boulot à faire. Et je vois déjà quelques citoyens qui sont sceptiques, diront il faut, on ne va pas, on n'a pas de chance pour gagner. Mais nous avons la chance de faire partie de ces messieurs-là. Nous avons la chance de le faire partie, c'est que nous devons nous réunir, c'est l'unité plutôt. Et en face, le PCT, qu'est-ce qu'ils, en longueur de journée, vous disent la paix et tout ça. Là. Mais les gens qui ont créé l'insécurité au Congo, c'est pas eux. Quand quelqu'un n'a pas à manger, quelqu'un qui n'a pas d'eau, ne fût-ce que le minimum, le strict minimum, et les Congolais n'en ont pas. Mais c'est une raison de plus pour que le 2026, le mot d'ordre c'est quoi? Trop c'est trop, M. Sassou doit partir. C'est cela. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'alternance. Il n'y a que le seul chemin, ce qui nous reste à faire, comme je le disais tantôt, c'est que nous soyons unis pour que ces messieurs-là s'en aillent. Il n'y en a pas d'autres issues. Il n'y a pas d'autres issues, j'entends, les Congolais vous entendent, vous écoutent. Alors, je pense qu'il y a une nuance quand même qu'il faut préciser. Ne pas aller à l'élection, c'est une chose. Boycotter l'élection, c'est une autre chose. Est-ce que vous
êtes pour ne pas aller à l'élection présidentielle ou vous êtes pour boycotter l'élection présidentielle. Ne pas aller, sachant que ne pas aller à l'élection présidentielle suppose que l'élection aura quand même bien lieu. sûr, ça, ouais. Or, si l'opposition refuse d'aller à l'élection présidentielle, elle va laisser le champ libre au pouvoir actuel de poursuivre son chemin. Or, si vous boycottez, ça c'est autre chose. Si l'opposition arrive à boycotter cette élection, ça veut dire que l'élection n'aura pas lieu dans ces conditions-là. Parce que la société civile va s'en saisir aussi. Parce que les populations vont se saisir comment dirais-je, de cette posture-là. Et à partir de ce moment-là, tout peut être bloqué. Et du coup, même l'élection présidentielle elle-même ne pourra pas avoir lieu. Donc, il y a un choix à faire entre ne pas aller à l'élection présidentielle, je parle là de l'opposition, et boycotter l'élection présidentielle. Parce que justement, l'opposition peut dire nous n'allons pas à l'élection présidentielle. Or, cette opposition en question, elle est disparate, elle est multiple. Bien sûr. Donc du coup, vous aurez toujours des factions de l'opposition qui vont aller pour accompagner le tyran. Vous avez parlé de dictateur, donc si c'est le cas, donc pour accompagner le dictateur. Donc là aussi, j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que vous êtes pour aller à l'élection présidentielle, non, plutôt refuser d'aller à l'élection présidentielle ou boycotter l'élection présidentielle? Ce qui est bien tout à fait différent. Je vous avoue, je suis devant un dilemme. Un dilemme lequel, parce que ne pas aller aux élections, c'est laisser la porte ouverte à Sassou. Et aller aux élections tout en sachant qu'on ne va pas les gagner, c'est... Moi, je pense que le seul travail qui reste à faire, bon, il nous reste que quelques mois. Est-ce qu'on serait en capacité de pouvoir mobiliser? C'est cela. Parce que ce qui nous arrive là, en 2026, c'est inédit, hein? C'est du jamais vu. Toutes les élections qui se sont déroulées, il y a toujours, ça soit toujours eu un candidat. Et comme je le disais tantôt, c'est rien qu'en écoutant le discours du Premier ministre, je vous dis tout simplement, c'est vrai, ils ne pourront pas, le soir de la proclamation des élections, dire nous n'avons pas gagné, parce qu'ils ont tellement de casseroles, ils ont tellement de choses à se reprocher qu'ils n'entendent pas jeter l'éponge. Alors, que dites-vous de, comment dirais-je, de ces opposants installés à Brazzaville, qui tiennent justement des meetings dans leur salon feutré, plutôt que de les tenir dans des salles appropriées, et qui disent que les pouvoirs publics ne leur donnent pas l'accès aux installations publiques pour qu'ils puissent organiser, convoquer des meetings sur la place publique, de façon à comment dirais-je, remonter, à animer leur base. Est-ce que c'est un argument qui tient pour vous? Parce que quand on est quand même un leader politique, même si la dictature en question, bon, c'est vrai qu'elle existe, mais elle n'existe pas seulement au Congo. Nous prendrons l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, depuis que Ouattara est là, les Ivoiriens ne cesseront de vous dire que Ouattara est un dictateur. Voyez-vous, c'est un dictateur. Il a fait quasiment la même chose que ce que le pouvoir de Brazzaville a fait. À Brazzaville, ils ont retiré certains leaders politiques des listes des candidats. En Côte d'Ivoire, Ouattara l'a fait. Donc des ténors, en plus, des ténors de la politique ivoirienne ont été retirés des listes des candidats à la présidentielle. Mais que font ces leaders en Côte d'Ivoire? Contrairement aux leaders politiques de l'opposition au Congo-Brazzaville. Ceux de la Côte d'Ivoire mobilisent les masses, les populations. Et on voit comment, à la différence de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les leaders congolais, les leaders de l'opposition congolaise, politique, eux se terrent ils se terrent chez eux, alors qu'en Côte d'Ivoire, les leaders sortent dans la rue, ils sont dans la cité, ils prennent la parole, ils drainent des foules, et les foules viennent à eux. Leur base se mobilise.
Pourquoi au Congo-Brazzaville cela ne se fait pas? Est-ce que c'est parce que ces partis politiques sont elles-mêmes tenus par le pouvoir de Brazzaville? Ou alors certains d'entre eux ont vendu leur âme au système PCT? Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je me suis toujours posé cette question. J'aimerais savoir quel rôle jouent ces partis politiques de l'opposition. Il y a quelque temps de cela, comme je disais tantôt, avant qu'on en arrive qu'on mette de côté et qu'on écarte les partis de Yombi et de Miarassa, mais tout au long de l'année, personne n'a parlé du fichier électoral. L'opposition n'en parle. Et en plus, parlons-en. Ils vont aller aux élections avec quel fichier électoral? Ils vont aller aux élections au moment où ceux qui sont à mesure d'être, comment je peux dire, de voter, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'ont pas des pièces d'identité. Et personne n'a relevé cela. Et moi, je pense que si on a écarté les partis de Yombi et Miarassa, c'est tout simplement parce que en ce moment précis, les Miarassa, comment je peux dire, s'il lançait un appel, c'est-à-dire dire aux Congolais de se lever, de protester, mais on va les coffrer, ces gens-là, parce qu'on leur dira, vous êtes dans l'illégalité parce que vos partis n'existent plus. Donc c'est ça. Et c'est pour cela, certainement, que le pouvoir l'a fait, pour le jour où ils vont proclamer l'élection, que ce soit gagné, qu'il y ait la ville morte, si je peux le dire ainsi. Et Sassou, il est président de la République, chef du PCT, alors que c'est anticonstitutionnel, ça, non? Parce que je sache. Et Sassou est déjà rentré en campagne. Et ça, aucun comment je peux dire, personne de l'opposition est venu remarquer ça. Oui, dénoncer cela. Le monsieur, avec les sous de l'État, il fait sa campagne. Là, par-ci, par-là, il va ouvrir un hôpital, il va inaugurer un pont. Et juste tout dernièrement, je dis, mais il n'a qu'à inaugurer maintenant un cimetière. Parce qu'il a tout fait. Il n'y a que le cimetière qui n'a pas encore inauguré. Et c'est ça, là, je me pose la question, pourquoi ce blocage? Et pourtant, il y a plein de questions pour éveiller la conscience des Congolais. Mais pourquoi ça, ils ne mettent pas au tapis tout cela? La mauvaise gouvernance, les fichiers électoraux qui n'est pas revu, et plein de questions. Non, tout ce qu'ils veulent, ils viennent nous divertir sur la toile, comme quoi il y aura un candidat unique. Mais je vous rassure qu'il n'y aura pas de candidat unique. Il y aura toujours les gens au dernier moment qui diront, moi si j'ai fondé ce parti, c'est pour accéder au pouvoir, non? Donc c'est compliqué pour nous et c'est pour compliquer ceux aussi qui sont de l'opposition. Donc voilà. Okay. Alors, nous parlons donc de cette élection présidentielle de 2026, de mars 2026. Et quand on parle de cette élection présidentielle, parce que nous avons choisi de ne pas parler des hommes, mais difficile de ne pas parler des hommes. En tout cas, si on peut parler des hommes, on peut parler en tout cas de celui-ci, Denis Sassou Nguesso. Oui. Au jour d'aujourd'hui, nul ne sait si M. Denis Sassou Nguesso va se présenter à l'élection de mars 2026. Ce qui est certes, oui. Cependant, les partis satellites déclarent et incitent ou recommandent à M. Denis Sassou Nguesso de se présenter. En tout cas, ces partis satellites-là ont choisi, et le PCT ont choisi leur candidat pour 2026, c'est M. Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'ils disent. Cependant, ils attendent comment dirais-je, le quitus de l'intéressé. Maintenant, cela suppose que, il faut quand même émettre une autre hypothèse. Si celle-là est l'hypothèse A, on peut imaginer une hypothèse B. Parce que là, on n'en parle plus depuis un petit moment. Parce qu'il y a quelques années en arrière, on disait qu'il est en train de préparer son fils. Depuis, on ne parle plus de l'hypothèse Kiki. Par extraordinaire, s'il désignait un de ses fils comme étant le candidat de successeur, vous, monsieur Victor Matondo,
c'est vrai, vous n'allez pas parler au nom de toute l'opposition, de toute la résistance congolaise, politique, mais selon vous, quelle est votre analyse sur la question? Je prendrai prudent en disant ceci. Regardons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara ne s'est pas gêné de dire qu'il se présentait pour la 4e fois. Et ça peut être pour Sassou aussi. Mais quand nous entendons des gens les dire des uns et des autres, comme quoi, au niveau même du clan Sassou, il y a plein de clans. Il y a le clan Okemba, il y a le clan Bouya, il y a le clan Kiki, et plein. Donc tu dis qu'il va passer le témoin à son fils. Je ne suis pas sûr, parce que d'après ce que nous entendons, je n'ai jamais été dans les secrets du clan Sassouni du PCT. Et au niveau du clan, tout groupe, toute tendance confondue, ils ne veulent pas entendre parler d'eux. Comment on l'appelle, des enfants. Mais, oui. Et moi, je me dis ceci, il risque d'y avoir un coup de palais, et donc les plus futés peut-être passeront au pouvoir, je ne sais pas. Ce que je me dis, il y a ça aussi. Et revenons sur le cas de Sassou, comme vous venez de dire tantôt, il a du casserole avec tout ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il puisse jeter l'éponge en 2026. Nous ne savons pas ce qui doit se passer dans la tête. J'imagine qu'il vit le moment les plus durs de sa vie. Parce que laisser le pouvoir, oui. Et lorsque je vois le comportement de son clan et les autres qui sont au pouvoir, je me dis que ça ne contrôle plus rien là. Hein? Un temps, nous a parlé de gros poissons, qui se dit tous ceux qui avaient fauté, qui avaient détourné les sous, devaient être jugés, qu'il n'y aurait pas de petits poissons ni de gros poissons. Et jusque-là, on n'a vu personne. On nous a parlé en temps des Ida, des machins. Et là, on n'en parle plus. Voilà. Donc, bon, j'espère que d'ici là, les gens vont se ressaisir et que les choses sont, parce que effectivement, la situation, le changement est entre nos mains. C'est pas quelqu'un du ciel qui viendra et on a tout le temps dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc et la situation, je vous le dis, mon cher Kadé, c'est pas ni du côté de Sassou ni de notre. C'est un peu compliqué. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'élection présidentielle, mais parler de l'élection présidentielle, c'est aussi parler de, comment dirais-je, parce que l'élection présidentielle, c'est quand même, ça demande de la mobilisation, ça demande de la consultation, parce qu'il faut consulter les populations, et il faut aller les solliciter, donc il faut battre campagne. Aujourd'hui, la campagne électorale, la campagne présidentielle n'est pas encore lancée. À ce que je sache, la campagne présidentielle n'est pas encore lancée, sauf que vous l'avez indiqué tout à l'heure, lui avait déjà commencé sa campagne. Il a déjà commencé sa campagne en faisant le constat de ses échecs. Je ne parlerai que d'un seul, lorsqu'il est parti à Madingou, je crois, en passant le chemin, il a fait arrêter son cortège. Parce qu'il a constaté qu'il y avait un hôpital en construction qui était abandonné, était dans l'herbe. Voilà, il était dans l'herbe, il en a donné une petite pique d'humour à ses collaborateurs. Sauf que c'est quand même une faute grave. Comme il disait lui-même qu'ils ont dépensé des milliards pour ça, et là il constate que les milliards sont perdus, quoi. Et ces gens-là à qui il avait donné la mission, il avait donné le mandat de mener ses projets jusqu'au bout, ne sont jamais sanctionnés. Alors on est donc dans un système d'impunité qui fait que chacun fait ce qu'il veut. Alors donc on est sorti d'un état de droit.
Donc c'est vraiment la jungle, quoi. C'est la jungle et c'est ce qui fait que, Sassou Nguesso, il décide ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, les enfants font ce qu'ils veulent. Et donc du coup, c'est un pouvoir, à n'en point douter, un pouvoir familial et un pouvoir clanique. Et donc même le PCT n'est qu'un accessoire, en fait, de la famille. Et c'est grave. Ce qui fait que les populations congolaises doivent vraiment se lever, mais avec le concours des leaders politiques, de quelqu'un qui prenne le devant et qui indique le chemin. Il ne faudrait pas que les leaders politiques s'attendent à ce que le peuple les délivre, voilà, sorte spontanément. Non, il faut toujours qu'il y ait, comment dirais-je, un déclencheur. Mais le déclencheur, ça peut être, oui, effectivement, ça peut être un élément du peuple. Mais ça devrait être quand même les leaders politiques. Alors, est-ce que vous pensez, compte tenu de votre étonnement, lorsque nous avons dit que la candidature de Serge, enfin le parti de Yombi a été balayé, la candidature de Mirassa a été rendue impossible, et puis certains d'autres encore. Alors, mais, et puis, c'est annoncé, et puis, silence. C'est même parti, pas de bruit, rien, pas de mouvement. Alors que si ces partis étaient des partis vivants, donc avec des adhérents, normalement, le chef de parti donnait l'ordre. On va sortir dans la rue. Tout à fait, bien sûr. On va sortir dans la rue. Donc là aussi, on ne va pas dire qu'il faut demander la permission Non. Donc il y a quand même, vous avez quand même un pouvoir qui contrevient à la Constitution. Donc les leaders politiques ne devraient pas avoir cette attitude-là. C'est quand même quelque chose qui est qu'on peut leur reprocher, même s'ils sont courageux, de passer sur les réseaux sociaux, de dégrainer effectivement les errements du pouvoir. C'est une chose, hein, tout le monde le fait, même ici au niveau de la diaspora, nous savons le faire. Mais eux qui sont sur le terrain, qui voient la souffrance des populations, la souffrance des jeunes, qui sont sans emploi et qui n'ont aucune espérance de trouver un emploi. Et les retraités qui galèrent, qui meurent sans même percevoir le moindre fruit de sa pension. Des salariés qui comptabilisent 50 mois sans de retard de salaire. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça, je sais pas, c'est pas possible. Mais ça, ce sont des éléments sur lesquels les partis politiques devaient tous les jours asséner le pouvoir. Ils ont suffisamment d'arguments. Ils ont suffisamment d'arguments pour s'exprimer, mais pas s'exprimer dans les salons, s'exprimer dans la rue. Voilà. Ils peuvent demander une autorisation une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, ils ne la demandent pas. Parce que sinon, voilà. Il y a quand même, il y a quand même une réflexion à mener. Nos amis de l'opposition, l'opposition politique basée à Brazzaville, enfin disons à l'intérieur du pays, doivent vraiment réfléchir à la stratégie à mettre en place pour contourner justement le caractère insolite de ce système qui les empêche de prendre place dans la cité, d'avoir accès aux installations publiques. Voilà, il y a des palais là-bas de congrès et tout ça là, les partis d'opposition ont aussi accès, ils doivent avoir accès à ces installations pour faire passer leur message. Et avoir aussi la possibilité d'organiser des meetings publics. Et ça, c'est important. Maintenant, l'argument de venir dire que ils n'ont jamais pu avoir l'autorisation de mener leurs actions, de faire des sittings, de faire des meetings à l'extérieur, ça, c'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui ne tient pas debout. Vous êtes un parti politique d'opposition ou vous n'êtes pas. Ou vous êtes reconnu par l'État ou vous n'êtes pas reconnu. Mais vous revendiquez vos droits. Vous revendiquez vos droits. Mais bien sûr. Un point, c'est tout. Puisqu'ils disent que nous sommes en République et en démocratie, ça c'est le PCT qui le dit. Maintenant, si nous sommes en démocratie, eh bien, si un parti politique demande, par exemple, d'occuper le palais des congrès parce qu'il veut faire passer son message, si un parti politique demande l'autorisation de faire un meeting en plein air, ça devrait être autorisé. Si vous faites la demande une fois, deux, trois, et on vous le refuse, la quatrième fois, vous ne faites pas la demande, mais vous demandez à vos adeptes d'aller dans la rue. Bien sûr. C'est ça.
C'est curieux quand même, c'est curieux. Voilà. Le Congo n'est pas la dernière dictature qu'on connaît sur cette terre. Il y en a encore qui existent là. En Côte d'Ivoire, je disais tantôt, sous Ouattara, c'est aussi une dictature. C'est aussi une dictature. Il a fait pareil. Il a supprimé, il a retiré, nous l'avions dit ici, il a retiré certains leaders politiques des listes des candidatures. Donc, et on voit aujourd'hui le résultat. C'est que les populations sont dans la rue. Parce que les leaders politiques leur demandent de contester, de revendiquer leurs droits. Et ça doit se faire aussi à Brazzaville. Voilà. Et donc, voilà. Mais maintenant, il y a une chose aussi. Donc, il y a un autre aspect. Et là aussi, l'opposition ne va pas nous dire qu'ils ont demandé et que, de l'autre côté, on a refusé. Nous sommes dans un... puisque il faut les prendre au mot, ces gens-là. Tout à fait, bien sûr. Et voilà. Ils disent que nous sommes dans une république. Ok, nous sommes dans une république, nous avons une constitution. Ok, nous avons une constitution. Est-ce que la constitution congolaise interdit au président d'échanger avec ses compatriotes? Non. Donc, dites-moi, est-ce que les opposants congolais, est-ce que ça leur viendrait en tête de demander un débat ou des débats avec les hommes politiques, mais notamment avec le président de la République? Les candidats, celui qui pense qu'il va se présenter à l'élection présidentielle, là, avant l'élection présidentielle, bien sûr que oui, le peu de temps qui reste là, il faut débattre avec ce monsieur, parce que c'est lui seul qui peut donner le bilan de sa mandature. C'est pas au Premier ministre, c'est pas... D'ailleurs, vous avez vu, hein, chez Bovouvier, il y a une question de ce type-là qui a été posée à Makosso, au Premier ministre, sur le bilan. Il a dit, le président, voilà, il a parlé d'un truc comme ça, si c'est pas chez Bovouvier, en tout cas c'était... non, c'est bien là. Oui, il a dit que c'était la prérogative du président de la République, le moment est venu, le président présentera le bilan. Mais voilà, donc ça, les bilans, ça peut être un sujet de débat avec les membres de l'opposition. Mais ça, les membres de l'opposition doivent exiger de M. Denis Sassou Nguesso qu'ils viennent débattre avec eux. Voilà, nous sommes en République. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, par rapport à cet aspect de débat avec les... que le président vienne débattre avec les membres, les leaders de l'opposition politique? Est-ce que ça vous semble être une idée recevable? Et bon, je pense que c'est tout à fait normal. Le président sortant peut quand même venir présenter son bilan. Et ce qui me paraît curieux, au niveau de l'opposition, personne n'en parle. C'est quand même curieux. Hein? Quelqu'un qui est resté plus de 40 ans au pouvoir, en 2026, il va venir et tranquillement, il va parler Bembe Adoula, machin tout. Hein? Est-ce que pouvoir demander un débat avec Sassou, c'est anticonstitutionnel? Je ne pense pas. Et pourquoi ils ne le font pas? Hein? Ils ne le font pas. Donc le monsieur, à l'aise, il vient, il vous laisse parler, et lui, il fait autant, et personne ne parle du bilan. Mais alors que ça, si ne fût-ce que l'opposition dit ceci, nous, avant que nous allions aux élections, nous exigeons un débat. Qu'on nous parle où ce que nous en sommes avec les trucs de la biométrie, des trucs comme ça, et les cartes électorales. Ils sont où? Ils n'en parlent pas, mais veulent quand même aller aux élections. Avec quel fichier entre nous? Ou vous voulez que ça se reste là jusqu'à l'éternité, ou vous voulez vraiment le changement? Hein? Ça, c'est des questions, déjà, ne fût-ce que réclamer un débat avec le candidat sortant, qui est en l'occurrence Sassou, mais ça, c'est parce qu'ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont échoué sur toute la ligne, donc ils ne peuvent qu'éviter ça, mais c'est aux Congolais, c'est à l'opposition de lui d'en imposer. Mais ils ne font pas. Parce que, oui, vous avez raison, parce que beaucoup parlent de rapport de force. Mais comment voulez-vous installer un rapport de force si vous ne faites pas la stratégie, si vous n'avez pas une stratégie, si vous ne construisez pas une stratégie menant justement vers cet objectif-là? Un rapport de force ne se construit pas en additionnant des slogans. C'est une stratégie à mettre en place. Militairement,
on ne peut pas parler de construction, on ne peut pas construire une stratégie. L'opposition ne peut pas construire une stratégie tendant à installer un rapport de force militairement. Ça, c'est pas possible. L'opposition n'en a pas les moyens. Non, surtout pas. S'appuyer sur la Constitution, ne serait-ce que la possibilité de débattre avec le président, mais ça, on peut lui imposer. Voilà. Bien sûr. Parce que son parti lui-même, ils ne sont pas enclins à ce genre de démarche. Maintenant, c'est à l'opposition de dire, mais non, en République, ça doit se faire. Le bilan, vous devez le présenter aussi devant les leaders de l'opposition. Mais il y a aussi l'opposition politique. Bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faudrait que les politiciens, que les leaders de l'opposition puissent se saisir de ces possibilités, parce que les possibilités, il y en a à foison. Il suffit qu'ils s'appuient sur la Constitution, même celle qui a été taillée sur mesure. Rappelle-toi, il y a eu le cas de Hidever Mogani. Oui. Qui est venu dire si on a créé les bébés noirs, c'est pour nuire au pouvoir de l'Essoba. Donc Sassou n'est pas un démocrate. Voilà. Le monsieur a été élu par le peuple. En tout cas, pour une première fois, il s'est passé une élection au Congo où il y a eu. Et le candidat sortant était troisième. Ça veut dire que donc les Congolais n'en voulaient plus. Voilà. Et ça, pour l'opposition, c'est une occasion en or qu'ils ont loupé. Ils pourraient tenir des meetings pour dénoncer ça, pour dire regardez, ce monsieur que vous soutenez là, c'est un anticonstitutionnel, c'est un monsieur qui n'aime pas le Congo. Et là, le simple fait qu'on ait écarté, que Sassou, parce que c'est le chef du PCT, c'est lui le chef, qu'ils aient écarté le Mirassa et Yombi, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein? Alors que, même soi-disant, certainement de dire ceux qui ont été écartés ne sont plus, donc c'est haut la loi. Mais les autres, par solidarité, devaient tenir un petit, demander, ou c'est-à-dire provoquer, et demander à ce qu'il y ait un grand meeting de l'opposition pour dénoncer ce qui se passe au pays. Non, il laisse. Mais se précipite seulement, on va faire les primaires. Mais les primaires, pour les faire, il faut avoir des moyens et de l'argent. Non. On est en train de tergiverser, alors que les solutions, parce qu'elles sont à notre portée. Donc c'est nous qui n'arrivons pas à les exploiter. Surtout, je vous dis sincèrement, le jour où, avant 2026, s'ils arrivaient à obtenir un débat, même qu'il y ait seulement un candidat de l'opposition, un seul candidat, un débat avec Sassou, mais ce jour-là, ce sera son départ. Hein. Ce sera son départ, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais ils ne le font pas. Ils se précipitent seulement, on va faire comment je peux dire, les primaires. Oui. C'est vrai qu'ils ont... en observant de plus près, l'idée des primaires, c'est bien. Mais le problème, c'est que nous n'avons jamais inventé quelque chose, voilà, en s'appuyant juste sur nos pratiques, nos traditions et autres. Nous sommes toujours là en train de faire le perroquet. C'est-à-dire que parce qu'on a entendu parler des primaires en France, voilà. nous aussi, à un moment donné, il faut les primaires. Mais non, il faut les primaires. Il y a plein d'autres choses à faire. Bien sûr. Vous allez faire des primaires, vous allez désigner quelqu'un, alors que vous n'avez pas étudié l'écosystème politique de l'opposition. Vous savez très bien que l'opposition, elle est disparate. Maintenant, vous allez faire les primaires, vous allez prendre une fraction de l'opposition, vous allez faire des primaires avec un candidat, mais quand vous allez à l'élection, vous avez d'autres opposants voilà, vous serez plusieurs opposants face à ça. Le problème n'est pas réglé. L'opposition politique au Congo-Brazzaville a un travail à faire, en tout cas, c'est le travail qui me semble primordial, c'est la conscientisation des populations, la conscientisation des masses populaires, leur faire comprendre, voilà, leur apporter le b.a.-ba de la gouvernance actuelle. Parce que les populations qui sont dans le fin fond des villages, quand ils voient les délégations du PCT passer avec des t-shirts, avec 2000 francs ou 1000 francs, CFA, eux ils pensent que c'est beaucoup. Alors que si on leur disait la réalité, les ressources, par exemple là, comment dirais-je, l'exploitation du pétrole,
c'est la seule source de revenus en fait, du pays aujourd'hui. L'économie, elle n'est pas diversifiée, contrairement à ce que disait Makosso chez Bouvier. Ils n'ont jamais travaillé sur la diversification de l'économie, sinon ça se saurait. Oui, bien sûr. Sinon le taux de chômage chez les jeunes n'allait pas être aussi élevé qu'il l'est aujourd'hui. Donc il y a ça, mais vraiment il faut conscientiser les masses. Si l'opposition veut vraiment mettre en place un rapport de force, le rapport de force, je pense que c'est dans ce sens-là. Oui. Ne pas aller à l'élection présidentielle, mais il faut une stratégie. Ne pas y aller, pourquoi et en faisant quoi? Voilà, pour que ça puisse avoir du poids et pour que le pouvoir en place constate qu'effectivement nous sommes là en face d'une présence qui est forte, peut-être même devenue plus forte que nous. Alors, Monsieur Victor Matondo, nous allons droit vers la fin de l'émission. Mais avant d'y arriver, parce que vous aurez quand même un message à adresser aux populations congolaises, je vous laisserai le soin de trouver les mots justes pour les rassurer, car ils vivent dans les fers, comme disait Rousseau. Et il faut les rassurer. Mais l'espoir est permis. Alors, nous avons dit que notre pays est divisé désormais en deux. Vous avez d'un côté ceux qui veulent aller à l'élection présidentielle parce qu'ils pensent qu'y aller, c'est répondre, à un appel démocratique. Et d'autres qui pensent qu'il ne faut pas y aller parce que y aller, c'est accompagner M. Denis Sassou Nguesso vers un énième mandat. Alors qu'ils pensent que 42 ans passés, c'est déjà trop. C'est déjà trop pour un candidat. Parce que les Congolais estiment qu'il y a des Congolais méritants qui peuvent aussi assumer, n'est-ce pas, cette institution qui est la présidence de la République. Et puisqu'il y a deux camps, il va falloir quand même... donc ça veut dire que les Congolais sont divisés. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans la division. Alors certainement qu'il y a une troisième voie. La voie de la réconciliation. Alors, suis-je en train de bluffer, de fabuler? C'est à vous de me dire, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une troisième voie qui pourrait amener les Congolais vers la réconciliation, mais surtout vers un pays en paix, un pays réconcilié, un pays en phase avec le progrès, le développement? Moi, je dirais tout simplement, tout est entre les mains de l'opposition. En ce sens que, regardez, on vient d'écarter deux partis très importants, ils ne réagissent pas. Donc ça veut dire que même au niveau de l'opposition, il n'y a pas l'unité. C'était une occasion de pouvoir rassembler toute l'opposition, prendre la salle des congrès et dire voilà, nous sommes en face des dictateurs, nous sommes en face des gens qui, soi-disant, en longueur de journée, qui prennent la paix. C'est tout à fait le contraire. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, chacun dans son coin, et comme tu venais de dire tantôt, il y a ceux qui voudraient aller aux élections tout en sachant qu'ils ne vont pas gagner. Il y a ceux qui se disent on va faire la politique de la chaise vide. On n'a jamais payé cette politique-là. Et là, donc, moi je me dis, c'est le moment de se ressaisir. Le moment de se dire, surtout au niveau de l'opposition. Bon, au niveau de Paris, bon, ça c'est sûr que bon, on a les tops par-ci par-là. Bon, ça ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas entreprendre quelque chose. Qu'on essaie de faire quelque chose au niveau de Paris et au niveau du Congo, surtout de l'opposition qui est sur place. Parce qu'on le veuille ou non, les gens qui vivent cette situation, c'est pas nous, directement, c'est eux. Donc, qu'ils prennent déjà l'unité de l'opposition, quelle que soit leur divergence. Et s'ils ne le font pas, s'il faut aller en ordre dispersé, eh bien, ça sera toujours là. Et ils le savent, ils en sont conscients. C'est pour cela... voilà, quoi. Okay. Très bien. Alors donc, voilà, la troisième voie, elle est difficile à trouver. Mais en tout cas, rien n'est impossible à l'être humain. Oui. Et surtout
quand il veut arriver à ses fins. Alors, Monsieur Victor Matondo, nous avons donc là échangé, et nous imaginons donc que le débat autour de la présidentielle de mars 2026 reflète des tensions profondes qui traversent la société congolaise. C'est ce que nous avons dit. Entre l'urgence de préserver le calendrier institutionnel, la nécessité de garantir un processus électoral crédible, les positions semblent parfois irréconciliables. Cette interview ne prétend pas trancher la question, mais offrir un espace où les arguments de part et d'autre peuvent être entendus et confrontés, car au-delà des divergences, l'enjeu majeur reste le même, l'avenir démocratique du Congo-Brazzaville. Monsieur Victor Matondo, nous voici donc à la fin de notre interview. Je vais donc vous donner la parole, car les Congolais attendent de leurs compatriotes de la diaspora qu'on leur envoie des signes de fraternité, qu'on leur envoie les lumières d'ici, mais surtout qu'on les soutienne. Quel message avez-vous à adresser à la population congolaise et surtout aux jeunes Congolais? Merci, mon cher Cadet, de m'avoir offert ce moment où tout n'a pas été dit, tout n'a pas été évoqué à cause du temps qui nous est imparti. Mais je dirais tout simplement ceci. Nous, au maquis de Goma Tete, il n'y avait pas les Bakongo, il n'y avait pas les Lari, ceci. J'étais une Oluka, Bakekolo, Ikoko et Diawara, on faisait une seule personne. Et c'est pour cela que le maquis a pu tenir 1 an. Sauf que bon, il y a eu la trahison. C'est vrai, c'est pas facile de pouvoir réunir les gens qui sortent de plusieurs horizons. Mais là, c'est impératif. Nous devons nous unir pour chasser ces gens-là. Et si nous ne le faisons pas, nous en serons responsables. Et le peuple va nous demander des comptes. Ça, je vous le dis, le peuple va nous demander des comptes. Parce que le peuple a tout souffert. Les Congolais en ont marre. Quand tu regardes en face, il n'y a personne. Et c'est un ami, un compatriote qui me dira, tu sais Victor, pourquoi nous n'arrivons pas, pourquoi nous sommes là, nous tergiversons, nous tournons autour du pot, c'est parce qu'il n'y a pas un catalyseur. Est-ce que aujourd'hui, et je vais vous surprendre, si c'est Ntoumi, la solution salvatrice, on y va. Mais n'allons pas parce que dans le plaisir d'y aller, et parce que là en face c'est des sanguinaires. Et nous avons assez perdu des vies humaines. Et cette fois-ci nous devons les préserver. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Victor Matondo. Ça a été un régal de vous avoir sur le plateau de la chaîne Lumière du Congo. Je dirais plutôt toute la reconnaissance de la chaîne Lumière du Congo. Nous aurons le plaisir d'aborder d'autres sujets, notamment les maquis au Congo-Brazzaville, car les maquis, il y en a eu, notamment avec Pieranga, et le maquis de Goma Tete avec Ange Diawara, et le maquis de, je dirais, du Poul, avec le résistant Ntoumi. Voilà, ça c'est une autre occasion que nous partagerons ensemble dans les jours à venir. Et moi je tiens à souligner, le seul maquis qui a laissé un document, c'est un document qu'on appelle le document d'autocritique du M22. Prochainement je l'amènerai et j'inviterai les Congolais qui n'en ont pas de le lire, parce que ce qu'ils ont écrit, c'est des gens qui sont traqués, mais ils ont quand même réussi à faire ce travail, et ça mérite d'être, pour ceux qui ne savent pas ce qu'a été le maquis de Goma Tete, et ce serait le moment. Donc on va préparer cela avec mon cadet,
Et puis on reviendra vers vous pour vous parler de maquis. Parce que peu de gens en parlent. Et moi qui vais vous en parler, je suis un des rescapés de ce maquis-là, donc j'ai quand même quelque chose à vous livrer. Allez, je vous remercie.